Et bonsoir tout le monde. Ce soir, je vais enregistrer cette présentation sur la douleur chronique et le pouvoir qu'on a de gérer nos douleurs selon le système intégré que j'ai créé dans le temps, puisque je suis quelqu'un qui a vécu pendant plus de 20 ans en souffrant de douleurs chroniques. Donc laissez-moi partager mon écran. Et après, on va commencer cette belle présentation. Je crois que vous allez aussi entendre des bruits, peut-être de temps en temps, puisque il fait chaud et j'ai les fenêtres qui sont complètement ouvertes. Voilà, alors, on commence. On commence la présentation. Je vais quand même me présenter, mais peut-être que quelqu'un me connaît déjà. Et je passe aussi à écran entier. Voilà, donc je m'appelle Sabrina D'Amato, je suis italienne, je suis une praticienne RTT, Rapid Transformational Therapy. Je suis aussi coach facilitatrice de respiration et mouvement doux. Et je suis consultante de bien-être puisque la vie m'a menée à devoir m'occuper de mon bien-être d'abord, après de celui de ma famille. Et je me suis retrouvée à un certain moment à comprendre que, en fait, l'important c'est de créer un système intégré de bien-être, puisqu'on n'a pas qu'un aspect à considérer, on en a plusieurs. On vit dans un environnement qui est fait de plusieurs parties, et donc il faut vraiment faire attention aux aspects les plus importants dans notre vie. Je vais bien sûr viser surtout sur l'intégration de la respiration, le mouvement, la visualisation, comme le titre de cette présentation le dit, dans la gestion de la douleur chronique. Mais il y aura aussi des tips, des conseils que je vais donner par rapport à l'hypnose, puisque je suis thérapeute, hypnothérapeute. RTT, c'est une technique qui met ensemble l'hypnose avec la PNL, avec la thérapie cognitive, comportementale. Et tout ça ensemble, avec l'hydratation, avec tout ce que j'ai préparé, c'est ce que j'ai créé pour moi et pour ma famille, et pour les gens qui étaient proches de moi dans la vie, que j'ai ensuite commencé aussi à conseiller à d'autres qui me demandaient des conseils. Mais avant d'arriver à mon histoire, j'ai voulu quand même marquer quelques données, parce que ça parle toujours, ça parle de voir des chiffres, et donc qu'est-ce qui se passe dans le monde par rapport à la douleur chronique. Le 20% de la population mondiale souffre de douleurs chroniques. Et apparemment, il y a vraiment un grand souci au niveau mondial par rapport aux solutions possibles, parce que on n'arrive pas à bien satisfaire la question. Que l'Europe compte du 19 au 20%, mais en fait, on ne considère pas là, dans ces chiffres, on considère que la population adulte. Il y a de plus en plus de jeunes et d'enfants qui souffrent aussi de douleurs chroniques. Et il y a, en Italie et en France, il y a des pics de 40% par rapport à certaines études. Aux États-Unis aussi, le chiffre est de 24%, 24,3% de la population américaine souffre de douleurs chroniques, la population adulte toujours. Ça, ce sont des données qui remontent à des données de 2023, mais aussi, comme vous voyez en bas de cette diapo, 2006, 2024, ce sont des données et ce qu'il faut vraiment retenir de ces chiffres, c'est que si on fait des calculs par rapport à la population mondiale, ça fait beaucoup de millions de personnes dans le monde entier qui souffrent. Donc j'étais pas seule, je le savais, mais
Mais quand on souffre de douleurs chroniques, en fait, on a du mal à penser et à se rendre conscient du fait qu'il y a d'autres qui souffrent de douleurs chroniques, puisque quand on souffre de douleurs chroniques, on commence à perdre la possibilité, la capacité de se connecter avec le monde extérieur qui nous entoure. Il y a des causes et des types de douleurs, bien sûr, parce que nous, en Europe, on a l'habitude, en Europe et en Occident, on a l'habitude de devoir toujours mettre des catégories, ok? Donc j'ai voulu quand même si je ne suis pas médecin, donc disclaimer, moi je ne diagnostique pas, je sais, cette présentation n'est pas faite pour diagnostiquer, ni pour traiter des choses. C'est vraiment par rapport aux solutions que j'ai trouvées dans les années, au fur et à mesure que je cherchais, parce que j'avais besoin de solutions. Donc, il y a 3 grands types de douleurs chroniques. Il y a un groupe de douleurs chroniques, un type qui s'appelle nociceptive. Il s'agit là de lésions ou d'inflammations des tissus de notre corps. Après, il y a des types de douleurs neuropathiques. Donc, c'est quand les inflammations ou les dysfonctions atteignent les nerfs. Et après, il y a des douleurs de type nociplastique. C'est-à-dire que le système nerveux central est tellement sensibilisé et tellement peut-être sous stress qu'il n'arrive plus à gérer la douleur et donc cette typologie de douleur due à la sensibilisation du système nerveux central, donc du cerveau, on l'appelle de type nociplastique. Il y a aussi les symptômes, ce qu'on appelle le type de manifestation et les facteurs pour lesquels une personne, un individu, ou un homme, une femme, un enfant, un jeune, arrive à souffrir de douleurs chroniques. Pour ce qui me concerne, il s'était agi d'un accident en marchant dans la rue. Donc rien d'éclatant apparemment, mais en fait ça a complètement bouleversé ma vie dans le négatif pendant une longue période. Il y a des gens qui souffrent beaucoup de lombalgie, de migraine, de céphalée, donc maux de tête de tout type, de toutes sortes, qui sont très difficiles à gérer. Moi, je connais du monde qui souffre de ça depuis l'enfance et qui a tout essayé, vraiment tout essayé, et sans vraiment beaucoup de résultats. Il y a d'autres personnes qui souffrent d'arthrose, d'arthrite, de fibromyalgie. Moi, j'ai été à un certain moment diagnostiquée avec un syndrome diffusé fibromyalgique. Après, il y a des douleurs des personnes qui ont souffert, qui ont eu un cancer, mais qui continuent à avoir des douleurs même si après le cancer est résolu. Et bien sûr, si on a des accidents. Et après, aussi, il y a des personnes qui commencent à souffrir de douleurs chroniques suite à des longues périodes de haut niveau de stress. Donc on sait bien sûr toujours plus que le stress est vraiment la cause principale de beaucoup des conditions dont on souffre dans la vie, pendant notre vie. Et le stress peut aussi déclencher, en fait, tout simplement, que quelqu'un commence à souffrir de douleurs chroniques. Parmi les facteurs qui entretiennent par la suite ces douleurs, c'est bien sûr la présence d'inflammation constante qui va aussi perturber le sommeil. Donc le manque de sommeil va perturber et va augmenter, c'est-à-dire les niveaux d'inflammation, puisque si on ne dort pas bien, on ne repose pas bien, le corps n'arrive pas à faire les réparations et les régénérations qu'il arrive à faire normalement pendant la nuit.
les niveaux de stress chronique et aussi le manque de mouvement. Donc si une personne ne bouge pas suffisamment, on aura bien sûr des situations qui s'empirent, qui ne peuvent pas s'améliorer. Et après, une charge émotionnelle et aussi des traumatismes peuvent aussi amplifier la présence de nos douleurs chroniques. Voilà, donc moi, je l'ai déjà raconté dans d'autres vidéos, dans plein d'autres vidéos. Je vais quand même raconter un petit peu ce que c'était mon cas. J'étais danseuse professionnelle et à l'époque, je vivais à Helsinki, en Finlande. Je travaillais pour l'opéra, pour le ballet national finlandais. Et j'étais en train d'aller au théâtre. Donc c'était un matin, je marchais dans la rue pour aller au théâtre. Et d'un coup, je suis restée fulgurée, paralysée, puisque tout le muscle gauche paravertébral qui court le long de la colonne vertébrale sur le côté gauche s'est complètement décollé de ma colonne vertébrale. À l'époque, je ne savais pas, j'avais 2 vertèbres cassées, fracturées, et j'avais comme un œuf qui était sorti de mon dos. Et en fait, personne n'a compris. Donc il y a ça aussi, parfois on a des accidents où alors il y a d'autres choses, il y a des maux de tête, il y a des maux, des douleurs au dos, dans la partie lombaire, mais il peut y avoir vraiment toutes sortes de douleurs qui commencent et malheureusement parfois, je dirais aussi souvent, trop souvent, les médecins ne comprennent pas. Et maintenant, je me dis, c'est même pas de leur faute, puisqu'ils ne sont pas Dieu, puisque même si la science dit qu'il y a des solutions, souvent, c'est aussi un peu la chance de trouver quelqu'un qui a envie vraiment de comprendre et qui prend le temps. Donc là, je ne vais pas commencer une critique vers le système médical, de n'importe quel pays, parce qu'à l'époque j'étais en Finlande, mais dans les années, suite à cet accident qui a complètement changé ma vie, j'ai dû arrêter de danser, et ça m'a amené à la redécouverte de qui j'étais. Mon identité était complètement perdue. Ça m'a servi, en fait. Maintenant, je peux le dire, mais à l'époque, quand ça s'est passé, c'était vraiment hyper difficile pour moi d'accepter, de comprendre. Donc, dans le marasme de la souffrance, de la vie qui continue et qu'on est obligé de vivre et de faire face, il nous arrive vraiment de nous perdre parfois. Et ça, c'était vraiment mon histoire. Je me suis perdue pour me retrouver beaucoup plus tard. Et pour découvrir en fait que l'accident était le signe que je devais changer de direction. Ça a été dur, ça a été douloureux, vraiment physiquement, non seulement moralement, émotionnellement, mais c'était comme ça. C'était comme ça, j'étais pas vraiment prête à m'écouter. Et là, on peut commencer vraiment toute une autre conversation. Mais pour l'instant, je reste concentrée sur la question des douleurs chroniques. Donc ça, c'était mon histoire. Avec les années, j'ai voulu vraiment comprendre comment pouvoir rendre mon corps capable de nouveau de vivre une vie de bonne qualité. Ça m'a pris du temps, mais ça m'a aussi à un certain moment fascinée parce que j'ai commencé à comprendre comment mon corps et le corps humain fonctionnent et qu'il ne faut pas vraiment seulement penser aux symptômes, même si on a des très très fortes douleurs. Il faut comprendre qu'il faut vraiment il faudrait commencer par la prévention. Quand on a un accident, quand il y a déjà un problème qui malheureusement est là et il est chronique, on ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas faire de la prévention, mais on peut commencer à comprendre qu'il faut changer les habitudes, qu'il est vital
qu'il est vraiment important, fondamental, de changer des habitudes. Oui, notre cerveau résiste, oui, on est des êtres d'habitude, et donc on a du mal après quand on est obligé. Parce que si on le choisit, c'est différent, mais quand on est obligé de devoir changer nos habitudes, c'est vraiment quelque chose qui dérange. Donc, je vais continuer en vous disant que le fait de souffrir de douleurs chroniques, ça a un impact énorme sur la vie de la personne qui souffre, mais aussi sur ses relations, mais aussi sur la capacité de travailler. Parce que la douleur, en fait, c'est invisible. C'est pas comme avoir une blessure. C'est pas quelque chose qu'on voit et qu'on a une cicatrice ou qu'on a un plâtre sur un bras ou sur une jambe ou qu'on est au lit tout le temps, paralysé. Donc la douleur, c'est vraiment quelque chose de méchant, je dirais, en rigolant maintenant, en souriant, mais aussi avec de la bienveillance. Parce qu'à un certain moment, j'ai compris que le fait que la douleur était invisible, que les gens ne comprenaient pas le niveau de souffrance que je vivais tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans cesse, c'était toujours un signal, c'était toujours mon corps qui essayait de me parler, mais pas seulement mon corps extérieur, c'était la partie la plus profonde de mon corps qui essayait de me parler, et moi je ne voulais pas l'écouter, je voulais simplement la chasser, je voulais l'éliminer, comme j'avais fait souvent dans ma vie avant. Et jusqu'au moment où j'ai vraiment voulu commencer à comprendre qu'est-ce que cette douleur, ou ces douleurs, parce que j'avais des douleurs partout dans mon corps, voulaient me dire, oui, c'était seulement une souffrance et c'était comme une punition en fait, incompréhensible et intolérable et inacceptable. Et oui, ça m'a fallu beaucoup de temps, mais ça m'a aussi donné la possibilité d'observer, de m'observer moi et d'observer autour de moi comment d'autres gens géraient leur douleur. Parce que quand on a mal toujours. Quand on a mal toujours, on a mal toujours. Moi, j'avais par exemple trouvé des bonnes solutions pendant mes journées, puisque je savais que le mouvement était fondamental. J'avais fait des formations par rapport à la respiration et au mouvement, et donc je suivais des protocoles. J'ai appris aussi par la suite que la nutrition et l'hydratation surtout étaient encore plus importantes que le mouvement. Mais en fait, pendant la nuit, c'était le moment le pire de ma journée. Mes 24 heures étaient inclus comme pour tout le monde la nuit, et quand j'essayais de dormir, c'était le pire moment, parce que si je ne bougeais pas et que tout d'un coup je bougeais la tête ou un bras ou l'épaule ou je me retournais, c'était là que c'était vraiment le pire, où mes douleurs se manifestaient encore plus aiguës et que je restais de nouveau bloquée pendant des semaines, voire des mois parfois, souvent, et ça a été comme ça pendant des années, des décennies, et il m'arrivait des fois d'aller voir mon docteur généraliste en lui demandant de me permettre de me mettre en coma pendant quelques jours, de m'endormir pendant quelques jours pour me permettre de reposer. Mais bien sûr, elle me disait que c'était pas possible. C'était pas envisagé par le système sanitaire de mettre quelqu'un à dormir pendant 2-3 jours de suite. Mais j'aurais bien aimé qu'on le fasse. Bien sûr, le travail devient difficile à faire. Les gens ne comprennent pas qu'on n'a pas la même résistance, qu'on n'a pas la même lucidité mentale, puisque si on ne dort pas pendant des années, moi, je dormais en moyenne 2 heures par nuit. Pendant 20 et plus années, ça c'était ma moyenne par nuit. Je dois me considérer même avoir eu de la chance, puisque je suis née avec des bonnes stockages d'énergie,
Et donc j'ai survécu en dormant très très peu, mais j'étais quand même vraiment finie, quoi, aplatie, asphaltée. La vie sociale et la vie familiale est perturbée, profondément perturbée. Euh, Même les personnes que je considérais les plus proches ne comprenaient pas. Parfois, ils ont même, malheureusement, ils m'ont même accusé de faire semblant ou de vouloir profiter de la situation, chose qui n'était jamais le cas, puisque j'ai vraiment, je me suis toujours efforcée de tout faire dans mes possibilités. Bien sûr, il y avait des mouvements que je ne pouvais pas faire, mais apparemment, les gens ne se rendaient pas compte de quelle douleur je souffrais toute la journée et toute la nuit aussi, sans pause. Il n'y avait pas de jour où c'était un peu mieux. C'était de pire en pire. Et en fait, les docteurs, les médecins m'avaient dit, ça ne peut que s'empirer, puisque comme on ne m'a pas traité, comme les médecins en Finlande n'avaient pas vraiment compris ce qui s'était passé, ils ne m'ont pas soigné. Et donc tout ce tissu, c'était vraiment très très mal cicatrisé et allait former ce qu'on appelle de la fibrose, du tissu fibrotique, je crois qu'on dit en français. Et on m'avait dit que ça pouvait que s'empirer. Et que peut-être avant même les 60 ans, j'aurais eu besoin peut-être d'un fauteuil, quoi. Bah, apparemment, ils se sont trompés. Ils se sont trompés et tant mieux comme ça. Mais c'est vrai que j'ai vécu tout ça. J'ai vécu le manque de sommeil, j'ai vécu la fatigue chronique, j'ai vécu le manque de lucidité, j'ai vécu la dépression par rapport au fait que je savais que mon corps avait toujours fonctionné parfaitement, que je pouvais faire ce que je voulais. Je pouvais vraiment faire que mon corps fasse tout ce que je voulais. Et puis, soudainement, d'un instant à l'autre, je n'étais plus capable. Je ne pouvais plus sauter, je ne pouvais plus me baisser et me relever toute seule. Je ne pouvais plus courir et je ne pouvais plus garder des choses dans mes mains avec sécurité, parce que de temps en temps, j'avais l'impression de bien tenir les choses dans mes mains, et puis tout d'un coup, paf, ça tombait par terre. Je cassais sans cesse des assiettes, des glaces, des verres. C'était vraiment comme de vivre dans une hallucination. Voilà. Et je comprends très bien les gens qui souffrent de douleurs chroniques, même si différentes des miennes, et qui ne se sentent pas comprises, qui ne se sentent pas bien, oui, comprises, je peux dire, parce que qui ne souffre pas de telles douleurs ne pourra jamais vraiment comprendre, en fait. On ne peut même pas imaginer ce que ça veut dire de devoir vivre de cette manière. Moi, mes douleurs étaient vraiment aiguës, non seulement chroniques, mais vraiment aiguës. Et ça partait de l'omoplate gauche, ça remontait dans le crâne, et c'était comme si j'avais des crochets dans mon crâne qui essayaient de m'arracher tous les tissus. Et après, ça continuait bien sûr dans le cou, dans la nuque, dans les vertèbres de la cervicale et les vertèbres, les premières vertèbres dorsales. Et ben ouais, ça n'est pas vraiment une promenade. Il n'y a pas une vraie prise en charge par rapport au système médical. Moi, je suis revenue en Italie après. Le système médical finlandais n'avait pas réussi à m'aider. Mais en revenant en Italie, en fait, c'était encore pire. La seule chose que j'ai eue dans ma vie, que j'ai eu plein de moments où j'avais la chance de connaître quelqu'un. Par exemple, j'ai connu à un certain moment un médecin qui est devenu par la suite une chère amie, puisqu'on était toutes les deux en train de faire une formation justement sur la respiration et le mouvement postural. Elle a
tellement pris à cœur mon histoire qu'elle a voulu m'aider. Et puisqu'elle dirigeait une clinique, une clinique très renommée à Rome, à ce moment-là, en fait, après des années, en 2004, si je me rappelle bien de la date, oui, parce que c'était l'époque de cette formation-là, bah, elle m'a invitée dans sa clinique et elle a demandé à sa radiologue et à son physiatre de comprendre, voilà, de voir ce qui s'était passé en 98. Et ils m'ont gardé une journée entière et grâce à cette journée, en fait, moi là maintenant je peux raconter ce qui s'est passé dans mon dos parce que jusqu'en 2004, moi je ne savais pas du tout. J'avais aucune idée de la raison pourquoi moi je ne pouvais plus bouger. On m'avait dit en Finlande que c'était une crampe, que c'était pas grave. Ça c'était ce que les médecins m'avaient dit au début. Après une année, quand ils ont vu qu'il n'y avait pas d'amélioration, ils m'ont dit que comme ils ne me connaissaient pas depuis mon enfance, ils ne pouvaient pas comprendre. Donc ça c'était leur explication et ça suffisait. Et, mais grâce à cet ami médecin, moi j'ai pu comprendre. Et on a vu donc que les tissus avaient tellement mal cicatrisé que il y avait cette situation de fibrose musculaire et que malheureusement il n'y avait pas beaucoup d'options parce que la première chose que j'ai demandé quand ils m'avaient dit ce qu'ils avaient vu dans les radiographies, dans les scanners, dans les résonances magnétiques qu'ils m'ont fait pendant toute cette journée, moi j'avais demandé est-ce qu'il y a la possibilité de remplacer ces tissus qui sont mal cicatrisés comme on peut le faire dans les genoux ou comme on peut le faire dans les chevilles quand on a des gros accidents. Je le sais parce que beaucoup de danseurs en fait finissent par se faire opérer aux genoux et aux chevilles et on peut remplacer avec d'autres tissus. On prend par exemple des muscles de la cuisse. Et ils m'ont dit non. Ils m'ont dit non parce que dans le monde entier, il n'y a peut-être que 3 personnes, moi incluse, qui ont eu ce type d'accident et que aucun chercheur n'a jamais eu la curiosité de voir si on pouvait remplacer ces tissus avec une autre partie de tissu d'une autre partie de notre corps. Donc voyez-vous que parfois on a vraiment on a des choses qui nous arrivent parce qu'on devait comprendre quelque chose qu'on ne voulait pas comprendre. Et je me dis que c'était quand même de la chance. Hein. Je ne suis pas restée paralysée plus que 2 semaines et demie. Mais on continue avec mon parcours parce qu'à partir de là, en fait, j'ai commencé tout un voyage de recherche pour gérer mes douleurs pendant la journée et puis il me restait aussi la gestion des douleurs pendant la nuit. Donc j'ai dû revoir complètement mon style de vie. J'étais consciente déjà de l'importance du mouvement. J'étais pas aussi consciente de l'importance de la respiration et de l'hydratation à l'époque où l'accident est arrivé, c'est passé. Il m'a fallu quelques années, donc comme je vous disais tout à l'heure, en 2004, j'avais commencé à me renseigner et j'avais décidé de faire une formation pour rééduquer mon corps aussi à mieux respirer. Et puis, au fur et à mesure, dans le temps, j'ai compris qu'en fait, même avant ça, même avant le mouvement, aussi l'hydratation est très importante. Bouger, le mouvement doux et fréquent est super important. Donc, même si on a des douleurs et qu'on a du mal à marcher, moi je marchais comme une petite vieille de peut-être 99 ans, je ne sais pas, mais je n'ai jamais arrêté de marcher dès que je pouvais. Je n'ai jamais arrêté de faire des petits mouvements d'étirement, de faire un peu de stretching, de faire un tout petit peu de mouvement pour ne pas faire que mon corps devienne de plus en plus raide. Parce que quand on a des douleurs, les muscles sont tout courbaturés et on a du mal à
se dire non, mais il faut que je bouge, parce qu'on n'a pas envie de sentir la douleur. Parce que si on bouge, ça fait mal. Je ne dis pas que ça ne fait pas mal. Mais quand on comprend qu'en bougeant doucement, en faisant des petits mouvements doux et surtout des mouvements circulaires, ça peut vraiment nous aider à pouvoir bouger un peu mieux. Bah ça, c'est déjà très important. Respirer, bah bien sûr on dit oui, bah, qu'est-ce qu'on a à apprendre? La respiration, on est et on respire jusqu'à la dernière fois, jusqu'à notre dernière respiration, on respire, mais on n'est jamais conscient en fait qu'il y a des manières différentes de respirer. Et que si on a, comme moi, un accident par exemple, et que des tissus ont été endommagés dans les côtes aussi, parce que moi c'était aussi au niveau thoracique, donc j'avais vraiment du mal à respirer profondément et pleinement et lentement, c'était tout en surface, donc ça aussi ça a augmenté les niveaux de stress, parce que je donnais un signal à mon système nerveux. La manière dont je respirais n'aidait pas mon système nerveux à se calmer. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut éduquer. Okay? Donc, après qu'on apprend quelques petites techniques de respiration, ce soir, je pourrais dire qu'en fait, la plus simple des techniques, c'est de ralentir complètement notre respiration, d'observer notre respiration et d'observer si on respire plus dans la partie haute de notre corps, donc dans la poitrine, ou si on respire dans le ventre, dans la partie moyenne ou basse de notre ventre. Si on commence à voir la différence, il faut se focaliser sur une respiration diaphragmatique, c'est-à-dire dans la partie moyenne de notre abdomen, et de ralentir le plus possible. Donc on fait des inspirations lentes par le nez et des expirations encore plus lentes, même le double plus lente. Ça, c'est la respiration qu'on appelle triangulaire et ça donne un message et un signal très important au système nerveux parasympathique d'activer cette fonction de repos et de calme. Et ça, on peut le faire même seulement pendant 5 minutes de temps en temps pendant la journée. C'est pas qu'il faut s'arrêter pendant 1 heure et faire des respirations pendant 1 heure. Si on a le temps et envie, oui, quand même, ça peut aider, mais même 5 minutes à la fois. Donc il ne faut pas commencer pendant des très très longues périodes. Ça aide beaucoup et en plus, en fait, on a vu dans le temps, avec les formations que j'ai faites, parce que après celle de 2004, je n'ai plus arrêté, la respiration est devenue un peu comme revenir chez moi. Voilà. Et donc j'ai fait beaucoup d'autres formations par la suite, et se focaliser dans la respiration nous donne aussi la possibilité de récupérer la fatigue, de récupérer et aussi un peu de ne pas penser aux douleurs, parce qu'on apprend à focaliser l'attention sur d'autres parties du corps. On peut focaliser notre attention sur les narines et observer l'air qui rentre et qui sort. On peut focaliser notre attention dans le diaphragme et observer le mouvement, et le fait de focaliser notre attention dans d'autres parties de notre corps fait que pendant ces minutes pendant lesquelles on est concentré sur la respiration, on donne moins d'importance et moins d'attention aux douleurs. Et ça aussi, ça peut nous soulager. Après, bien sûr, il y a la vie. Il faut toujours faire des choses. Il y a plein de choses à faire dans la journée. Mais on peut décider de prendre 5 minutes, toutes les 2-3 heures, de s'arrêter et de faire de la respiration. Et l'autre chose importante, c'est de donner des rythmes à sa journée. Ça aussi, vraiment, pour moi, c'était facile. Hein. Je dis, ça n'a été pas un gros problème pour moi, mais j'ai connu du monde qui a dû beaucoup travailler là-dessus. Parce que si on structure notre journée et on se donne régulièrement des micro-pauses,
comme je vous disais, que pour faire de la respiration, 5 minutes, 10 minutes pour faire un peu de stretching. Et quand on fait du stretching, on peut, avec le temps, apprendre à synchroniser aussi la respiration. Donc ça aussi, ça peut nous aider beaucoup. Pour finir, je reviens à l'hydratation. Donc l'action de boire, on dirait que c'est une action assez banale, mais en fait, quand on boit, on ne comprend pas assez que l'eau n'est pas toute pareille. L'eau en bouteille n'est pas égale à l'eau du robinet, c'est même pire, mais l'eau du robinet n'est pas quand même une eau saine. Et en fait, beaucoup d'informations, je l'ai cherché, surtout après la naissance de mon deuxième enfant. En 2007, mon deuxième enfant est né et il a commencé à avoir plein de malfonctionnements, je dirais. Il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas bien. Il n'absorbait pas la nourriture. Et j'ai dû commencer à comprendre comment faire ça. Comment faire pour qu'il puisse absorber ce que je lui donnais à manger. Même si je lui donnais à manger des bonnes choses, je faisais de plus en plus attention à l'alimentation, à la nutrition, mais il n'absorbait pas. Et donc j'ai dû commencer vraiment à me renseigner sur l'eau, sur l'hydratation. Et j'ai découvert beaucoup de choses. J'ai lu des livres, j'ai écouté des conférences, j'ai bien sûr des livres écrits par des médecins, des chercheurs. Et là aussi, un autre univers, une autre dimension s'est ouverte. Parce que je me disais que j'étais quand même assez bonne dans la gestion de la nutrition, le mouvement, la respiration pour moi, les enfants. Je commençais aussi à donner des conseils à d'autres personnes, mais en fait, je ne me rendais pas compte que quand on n'a pas une bonne hydratation, nos cellules ne peuvent pas retenir tous les nutriments qu'on absorbe à travers l'alimentation. Et donc, ce que j'ai découvert dans le temps, après avoir essayé beaucoup de choses, les carafes, les filtres, beaucoup de choses, des dispositifs, j'ai investi vraiment beaucoup d'argent parce que j'avais vraiment à cœur la santé de mon fils. Je ne sais pas si je l'aurais fait pour moi-même toute seule, mais pour lui, c'était vraiment une question vitale. Et donc, c'était hyper important pour moi de comprendre comment lui donner la possibilité d'absorber le maximum des nutriments que je lui donnais avec la nourriture. Et ce que j'ai découvert avec le temps, c'est que l'eau qu'on boit n'a pas la même structure. On dit toujours, nous sommes faits par 60%, 70%, on est fait d'eau, mais en fait, l'eau de nos cellules n'est pas comme l'eau du robinet. C'est une solution qui a une structure moléculaire vraiment toute petite. C'est une microstructure moléculaire du liquide cellulaire, pas seulement le sang. Le liquide cellulaire, c'est différent du sang. Et donc, si on boit une eau qui a une structure moléculaire qui est bien plus grande, quand on boit, on n'a pas vraiment la possibilité, on ne donne pas la possibilité à nos cellules de s'hydrater et donc d'absorber tout ce que le liquide sang amène dans les cellules, dans les millions et centaines de millions de cellules. Nous, on est un amas de cellules, en fait, qui marchent. Et donc, il faut vraiment comprendre que l'eau, pour être une bonne eau à boire, elle doit avoir une microstructure moléculaire. Et après avoir beaucoup lu et être dans beaucoup de groupes, avoir beaucoup reçu d'informations sur l'eau, j'ai finalement décidé de choisir aussi un dispositif qui me donnait non seulement la possibilité d'avoir de l'eau microstructurée, mais aussi de l'eau riche en hydrogène moléculaire. Pourquoi c'est important d'avoir l'eau riche d'hydrogène moléculaire? Parce que l'hydrogène, je ne sais pas si les gens qui vont écouter cette présentation le savent,
moi je ne le savais pas à l'époque, mais l'hydrogène est l'antioxydant le plus puissant au monde. Et donc si on a besoin de boire de l'eau et que l'eau qu'on boit tous les jours de notre vie est riche en hydrogène moléculaire, on est en train de boire de l'eau antioxydant. Ce qui n'est pas mal, je me dis. Voilà, donc on a besoin de boire pour hydrater notre corps, nos cellules. Si on peut hydrater et en même temps donner à nos cellules un antioxydant, l'antioxydant le plus puissant existant en nature, bah, je me dis que en fait ça me convenait et que ça convenait à mon fils aussi. Voilà, donc mon système jusqu'en 2023, mon système de bien-être intégré, c'était basé sur ces piliers-là. Après, bien sûr, j'avais des compléments, j'essayais de tout, j'ai essayé de tout. J'ai essayé l'acupuncture, j'ai essayé la phytothérapie, j'ai essayé les produits de naturopathie, j'ai essayé l'homéopathie, mais vraiment pas grand-chose me soulageait pour ce qui concerne les périodes de la nuit. Ok, en 2019, en fin 2019, j'avais aussi essayé une biotechnologie qui travaillait au niveau cellulaire et donc j'avais commencé à avoir déjà des améliorations par rapport au sommeil, mais on va y arriver un peu plus tard parce que dans mon système de santé, de bien-être intégré, en fait, ce que j'avais compris par rapport à l'alimentation, c'était qu'il y a des aliments qui empirent les niveaux d'inflammation dans mon corps, dans le corps. Il y a d'autres aliments qui soulagent l'inflammation, qui aident le corps à baisser les niveaux d'inflammation. Et donc là aussi, ça avait été un gros travail, un gros changement. Il faut travailler, oui, il faut toujours travailler sur soi et il faut comprendre. Il faut comprendre que si on a des habitudes et qu'on est habitué à manger ce qu'on aime et qu'on n'a pas vraiment l'intérêt de comprendre parce que c'est bon dans la bouche, mais qu'on commence à avoir des dysfonctions, on commence à avoir des inflammations, on commence à avoir des douleurs qui ne nous permettent plus de vivre et qui ne nous permettent plus d'avoir une qualité de vie suffisante, il faut vraiment comprendre qu'il faut travailler sur nos habitudes et qu'il faut les changer pour pouvoir donner à notre corps, qui est le vaisseau, qui est le véhicule qui nous permet de vivre, d'expérimenter cette vie terrestre, il faut lui donner la possibilité de récupérer ou de ne plus l'endommager autant qu'on a fait jusqu'à ce moment-là. Donc j'avais commencé bien sûr à lire et à comprendre que je devais réduire, sinon complètement éliminer tous les aliments qui endommageaient encore plus et qui augmentaient les niveaux d'inflammation dans mon corps. Donc j'ai commencé par réduire et puis par éliminer toutes les viandes rouges. Après, on a dû aussi éliminer les viandes blanches parce que mon fils ne pouvait pas les absorber. Mais ça, c'était sa question. Mais en fait, les sucres raffinés, ça aussi, c'était une autre histoire. Tout un autre discours. Je vous invite vraiment à lire, à vous renseigner. Parce que là, maintenant, on a Internet. Moi, quand j'ai commencé tout ça, Internet venait d'arriver, venait d'apparaître. On n'avait pas encore toutes les informations qu'on a disponibles à présent. Donc, c'était plutôt, il faut s'acheter un livre, 2 livres, 3 livres et lire. Maintenant, on a beaucoup de vidéos qui sont très utiles. Donc, je vous invite vraiment à vous renseigner. Il y a plein de bons produits qui soulagent les inflammations et il y a plein de produits qui augmentent les inflammations. Et c'est même l'OMS maintenant qui nous a informés de ça. Et bien sûr, pour permettre à notre corps, à nos cellules, d'absorber les bons aliments, les légumes, les fruits, les poissons gras, l'huile d'olive surtout, et aussi l'huile de coco qui nous permettent d'avoir des nutriments qui sont importants pour baisser les niveaux d'inflammation, et après des épices importantes
comme le curcuma, le gingembre, les herbes aromatiques, plutôt que le sel, par exemple. Le sel n'est pas un démon. J'ai beaucoup revu ce que le sel peut faire, mais c'est vrai aussi qu'on peut donner de la saveur au plat qu'on prépare en utilisant les épices et les herbes aromatiques. Et bien sûr, à la base de tout ça, pour permettre, comme je disais, à nos cellules de pouvoir absorber toutes les substances contenues, les bonnes substances contenues dans les aliments qu'il faut privilégier, il est important d'avoir une eau de bonne qualité. Pour ce qui nous concerne, c'est une eau microstructurée avec hydrogène moléculaire, pas pendant les repas, avant les repas ou entre les repas, mais jamais pendant les repas. Parce que sinon, on va diluer les acides de l'estomac qui sont censés nous donner une bonne capacité de digestion. Voilà, tout ça, j'ai dû l'apprendre avec des formations ou en lisant ou en contactant des chercheurs, des médecins. Il s'agit de plus de 20 ans de recherche qui m'ont mené à comprendre beaucoup de choses sur comment mon corps fonctionnait avant de l'accident, comment il ne pouvait plus fonctionner après l'accident et comment je pouvais me permettre de reprendre un peu le contrôle de la plupart des fonctions de notre corps, de mon corps. Voilà. Je continue donc et je résume, l'importance de la respiration, l'importance du mouvement, comme je viens de vous dire aussi de l'alimentation, et l'importance de la visualisation. Quand je vous disais tout à l'heure, pendant qu'on décide de se focaliser pendant 5 minutes sur la respiration, on peut décider aussi de pratiquer la visualisation. Ce sont vraiment 3 leviers, 3 piliers qui agissent ensemble quand on commence à pratiquer ça au quotidien et qui agissent non seulement sur notre corps, mais aussi sur notre mental. La visualisation qui permet de se détourner de la douleur et qui permet de reprogrammer la réponse du cerveau face à la douleur. C'est vrai que quand on a mal, on a du mal à se dire « bon, maintenant je m'arrête et je me focalise et je fais de la respiration et je commence à faire de la visualisation ». Mais quand on a tout essayé et que les médicaments ne fonctionnent plus et que vraiment on commence à avoir encore plus de problèmes puisque les médicaments non seulement n'ont pas marché par rapport aux douleurs, mais qu'ils ont aussi des réactions adverses et des effets secondaires, on commence à se dire qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai commencé à me poser des questions. J'ai dit mais qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je continue comme ça ou je prends la responsabilité de ma vie et je décide de faire les choses autrement, à 360 degrés? Parce qu'on ne peut plus, quand la santé est impactée, quand le fonctionnement de notre corps est impacté, on ne peut plus penser seulement à une chose. Il faut penser à 360 degrés. Et il faut se rendre compte qu'il faut changer les habitudes. Il faut absolument changer les habitudes. Et la visualisation peut beaucoup, beaucoup aider avec ça. Donc, récemment, par rapport à ce que je disais sur la visualisation, en fait, moi je me suis formée aussi l'année passée et j'ai voulu étudier RTT, Rapid Transformational Therapy, pour aussi pouvoir aider d'autres gens avec l'hypnose, mais non seulement l'hypnose, parce que RTT donne aussi la possibilité de mettre ensemble la TCC, comme je vous disais, donc thérapie cognitive comportementale, et aussi la PNL. C'est une méthode hybride qui a été développée, ou mieux mise ensemble, par Marisa Peer, qui est une thérapeute anglaise, et qui a déjà donné des résultats incroyables. Donc si déjà l'hypnose a un 75% de résultats, de bons résultats sur la gestion de la douleur, des douleurs, RTT
qui est plus récent par rapport à l'hypnose elle-même. Elle a déjà démontré dans les études qui ont été publiées avoir une bonne réussite, du 70 au 85% de bons résultats par rapport justement à la gestion du stress, à la gestion de la douleur et aussi par rapport à ce qui est la douleur chronique. Voilà. C'est toujours un complément de soins, je le dis parce que moi je suis italienne. En Italie, l'hypnose est régulée, réglementée. Il faut être médecin, psychologue ou psychiatre pour pouvoir faire que de l'hypnose. Dans d'autres pays, c'est pas comme ça. On peut être hypnothérapeute sans avoir aucun autre diplôme. Et donc, je dois souligner qu'en étant italienne et vivant en Italie, je souligne que moi je pratique la RTT comme un parcours de soins complémentaire aux soins traditionnels. Si les gens veulent essayer, ils ont des super bons résultats, mais je ne me mets jamais à la place du médecin ou de leur spécialiste. Voilà. Donc, on arrive après à la gestion de la douleur pendant la nuit. Ça, c'était mon problème le plus grave, puisque je devais dormir. J'avais besoin de reposer pour récupérer. Bien sûr, il y a des petites habitudes qu'on peut améliorer. L'environnement, il faut faire attention aux champs électromagnétiques, les Electromagnetic Fields, EMF, mais aussi les niveaux de lumière sont importants, le fait de réduire le temps devant l'écran le soir. Donc il faut arrêter les écrans au moins une heure et demie avant de se coucher. Il faut éviter bien sûr des substances excitantes, stimulantes comme la caféine ou l'alcool en fin de journée. Moi je dirais il faut les éviter même pendant la journée et le matin. Il y a d'autres bonnes choses qui peuvent stimuler et produire de la bonne énergie dans notre corps et aussi de l'enthousiasme par rapport à l'alcool ou à la caféine. Bien sûr, on peut pratiquer la respiration lente et la visualisation quand on va au lit. On peut utiliser des audios d'hypnose qui nous aident à nous relaxer et à mieux dormir. Et il faut aussi faire attention à la température dans la chambre où on dort. Et il faut s'efforcer d'avoir des bons rythmes, donc d'essayer d'aller se coucher toujours à la même heure et de se réveiller toujours à la même heure. Parce que ça aussi, ça peut impacter la qualité du sommeil qu'on a. Mais ça ne me donnait pas la solution complète. Okay? Je vous ai dit, moi, la nuit, même si je faisais attention à tout ça, il y avait malheureusement la question que si je ne bougeais pas, mes muscles devenaient raides et dès que je bougeais un tout petit peu la tête ou un bras, que je voulais me retourner sur un côté, je me réveillais en hurlant et avec des douleurs qui me bloquaient, même pendant des mois. Et donc en 2023, je vous disais déjà en 2019, j'avais essayé une autre biotechnologie qui m'avait soulagée, qui m'avait permis de commencer à augmenter les nuits pendant la nuit, donc de dormir un peu plus longtemps, ce qui m'avait permis donc de récupérer, qui avait déjà réduit un peu mes douleurs, mais pas complètement disparu. Okay? Je n'avais pas récupéré la capacité de respiration, je n'avais pas récupéré de capacité de mouvement, mais bien sûr en dormant mieux, comme j'avais déjà des bonnes énergies de la naissance, le fait de pouvoir dormir de nouveau, j'avais l'impression que c'était un miracle. Je me réveillais, que j'avais plus d'énergie. Mais cette biotechnologie avait été un peu compliquée à prendre. Donc il fallait la prendre très souvent pendant la journée, à microdose. Il fallait si je sortais, si je voyageais, il fallait amener partout ces bouteilles.
Mais je le faisais, c'était hyper cher, mais je le faisais. Comme j'avais pris aussi d'autres compléments dans les années précédentes, je voulais tout faire pour que je puisse revenir à une qualité de vie satisfaisante. Et en 2023, on me parle de la technologie vibrotactile, la VTT, et je me dis, bon, je vais quand même essayer. C'était beaucoup plus simple, on me disait que c'était des patchs, qu'il fallait les changer seulement toutes les 24 heures. Il y en a de différents types, il y en a 15 types différents. Là, je vais vous parler de 6 types différents seulement pour la question gestion de la douleur, mais en fait, on en a 15 types différents, mais la présentation de ce soir était visée plutôt à expliquer le système intégré de bien-être que moi j'ai construit par rapport à mes douleurs chroniques dans la vie. Et donc en 2023, j'ai voulu essayer cette technologie. On m'avait parlé du Freedom qui était celui qui soulageait la douleur, mais j'ai pas voulu commencer en utilisant le Freedom parce que je voulais quand même voir ce qui se passait en travaillant avec le Liberty et le Victory qui pouvaient, on me disait, optimiser les réseaux neuronaux dans mon cerveau, parce que la technologie vibrotactile, c'est une neurotechnologie sans ingrédients, sans risque, qui nous permet d'optimiser le cerveau, le système nerveux central. Okay. Comment on fait ça? On exploite la peau, les récepteurs de la peau, donc on appuie des patchs qui ont une empreinte. Sur chaque empreinte, il y a des neurocodes. Et pour l'histoire de cette technologie, il y a beaucoup d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube que vous pouvez aller voir, où j'explique comment cette technologie a été développée par Jay Dhaliwal, l'ingénieur canadien qui a développé, qui a créé cette technologie et l'a rendue disponible. Et je vais continuer, il y a eu une petite interruption sur mon ordi. Donc, je voulais essayer le Liberty et le Victory tout d'abord. Et je m'étais dit que je les aurais utilisés minimum pendant 1 an, sans interruption. Parce que ça faisait quand même 21 ans que je souffrais de douleurs chroniques et que j'avais perdu le 45% de capacité de mouvement dans mon dos et que ma capacité de respiration, ma capacité respiratoire était vraiment réduite. Je fais partie, heureusement pour moi, de ces gens qui ont un potentiel neurologique personnel avec des temps de réponse très très vite. Donc en fait, moi j'ai eu des résultats stupéfiants en quelques jours. Okay. Mes douleurs ont diminué et disparu en même pas 2 semaines. Et déjà, en mettant le premier, moi j'ai commencé avec le Victory parce qu'on n'avait pas tous les patchs disponibles comme maintenant. Donc le premier que j'ai reçu, c'était le Victory, je l'ai placé tout de suite. Ce que j'ai remarqué, c'était vraiment la possibilité de reprendre à respirer comme je ne me rappelais plus être capable. Et aussi la capacité de résistance musculaire et aussi la capacité, en faisant du stretching, comme je faisais tous les jours, mais d'augmenter sensiblement déjà dès la première mise, dès le premier patch, moi j'ai vu des différences importantes. Après j'ai mis ensemble le Liberty et le Victory. Après j'ai quand même, un certain moment, après presque 2 semaines, j'ai eu un retour de mes douleurs. Et comme j'étais plus habituée, de toute façon je ne prenais plus de médicaments depuis des dizaines d'années, je me disais, bon, je vais quand même supporter, j'ai supporté pendant une vingtaine d'années, je vais quand même supporter. Je savais que le corps était en train de se réparer. J'avais comme des fourmis, comme une sensation dans mon corps, dès que j'avais commencé à mettre le Victory et après le Liberty, j'avais mon corps qui était comme si un petit courant tout doux me parcourait le corps. Vraiment partout, dans la nuque, dans le dos, dans mes bras, dans mes jambes, dans mes genoux. C'était fantastique pour moi. Et donc je me disais, je laisse mon corps faire. Mon corps sait. Il est maintenant dans la condition de faire ce qu'il peut faire par rapport à son potentiel. Et donc je suis restée pendant quelques heures quand même avec des douleurs qui étaient de nouveau de niveau 9.
Et puis, j'étais au téléphone avec une amie et elle m'a dit, mais t'as quand même pris aussi le freedom, mets le freedom. Donc j'ai mis le freedom, mais je ne l'ai même pas placé comme il faut là où on a mal. Donc moi j'aurais dû le placer sur ma nuque, moi je l'ai placé sur mon bras. Parce que j'avais tellement mal, de nouveau, que j'avais perdu de lucidité. Et j'ai commencé de nouveau à faire mes respirations. J'étais déjà en train de les faire et je comptais. Et donc je comptais et j'ai vu que en 20 secondes, mes douleurs ont baissé de niveau 9 à niveau 5. Le soir, je me suis endormie, j'ai dormi normalement et le lendemain, je me suis réveillée et j'ai eu vraiment la chance parce que depuis, c'était la moitié du mois d'août 2023, depuis moi, je n'ai jamais plus souffert de mes douleurs chroniques. Voilà. J'ai vraiment repris une qualité de vie qui est très satisfaisante, avec plein d'énergie, avec l'énergie que j'avais quand on m'avait nommé l'ouragan. Et j'ai récupéré au fur et à mesure beaucoup de capacités de mouvement aussi, non seulement de capacités respiratoires. Après, je les ai tous essayés. Mais en fait, aujourd'hui, après 3 ans que j'utilise cette technologie et que j'ai un peu tout essayé parmi les super patchs, je me dis que si je devais faire la recette complète pour la gestion des douleurs chroniques, ce sont ces 6 patchs que je conseille aux personnes. Parce que, bien sûr, le freedom, c'est pour soulager les douleurs aiguës. Le Liberty et le Victory nous aident parce que le Liberty permet au cerveau entier de se remettre en homéostasie, en équilibre, et donc de réduire déjà les niveaux inflammatoires. Le Victory, en plus, il aide la récupération, même pour ceux qui concernent tout ce qui est douleur neuropathique, inflammation neuropathique. Le boost nous permet d'avoir de l'énergie propre, de produire plus d'énergie sans devoir aller chercher de la caféine ou d'autres substances stimulantes. Déjà le Liberty et le Victory, je vous assure que c'est beaucoup d'énergie qui revient. Mais le boost, quand on a beaucoup de choses, ou un week-end très lourd, ou on a des semaines de travail très lourdes, si on utilise aussi le boost avec, c'est fantastique. On a le PIS après qui nous aide à gérer les connexions, à optimiser les connexions neuronales qui gèrent le stress et l'anxiété, parce que tout vient de notre cerveau. Toutes ces fonctions sont gérées par notre cerveau. Et la technologie vibrotactile nous permet d'optimiser les connexions neuronales de notre cerveau. C'est fantastique. Et après, le REM, dans cette recette, le REM qui permet aussi de mieux dormir, de dormir plus profondément. Est-ce que c'est magique? Est-ce que ça arrive d'un moment à l'autre? Ça dépend. Ça dépend de notre potentiel neurologique. Ça change de personne à personne. Ça ne dépend pas de l'âge. Ça dépend vraiment de notre potentiel personnel. Il y a des personnes qui voient des améliorations dans la qualité du sommeil immédiatement, et il y en a d'autres qui ont besoin de l'utiliser pendant des mois. Et après, ils commencent à pouvoir bien dormir sans se réveiller. Et surtout, même si au début ils continuent de se réveiller, ils se rendent compte que le matin, ils ont plus d'énergie. Ça veut dire qu'ils se réveillent, mais qu'ils s'endorment plus vite, entre un réveil et l'autre, et aussi que les périodes de sommeil leur permettent de dormir plus profondément. Sinon, le matin, on ne serait pas avec l'énergie augmentée. Okay? Voilà, donc cette technologie n'est pas un médicament. On ne peut pas dire que c'est quelque chose qui soigne ou c'est un traitement qui guérit, mais ça permet d'optimiser le cerveau humain. Ce n'est que pour les êtres humains. Et je dois dire qu'avec l'intégration de cette technologie, moi, j'ai pu vraiment récupérer la capacité de dormir, ce qui m'a permis en même temps de récupérer avec d'autres types, donc le Liberty, le Victory, m'ont vraiment permis de récupérer des fonctions que j'avais quasiment perdues. Je ne dis pas que mon dos est revenu à être comme il était avant l'accident.
ok? Mais je peux vraiment vous dire que je peux soutenir des journées chargées et je peux faire des efforts physiques et je ne casse plus des assiettes ou des verres ou des bouteilles parce que j'ai quand même récupéré la force, les inflammations ont baissé, mes douleurs ont quand même disparu. Après, il m'arrive de faire un pas et de prendre, tu vois, de prendre une distorsion et donc je me fais mal. Je me suis fait mal au genou en 2024. Grâce à ces patchs, j'ai eu une super récupération. Je suis tombée une ou deux fois parce que je ne regardais pas où je me mettais, où je plaçais mes pieds. Et il m'arrive, parce qu'il arrive à tout le monde, c'est la vie. Mais c'est quand même quelque chose qui n'a pas d'ingrédients, donc qui n'a pas d'effet secondaire. Tout le monde peut l'utiliser. Il y a des femmes enceintes qui peuvent l'utiliser, qui l'utilisent. Il y a des femmes qui l'ont utilisé pendant l'accouchement. Il y a des parents qui l'utilisent pour leur bébé, pour les enfants, les nourrissons. C'est vraiment quelque chose qui permet très simplement et très facilement de prendre soin de son propre bien-être de manière facile, ok, de manière très simple, puisque on met 1, 2, 3 patchs, même 6 patchs, même 10 patchs si on veut, et on les change toutes les 24 heures. Voilà. La seule attention qu'il faut faire, c'est de changer de position pour laisser la peau après, les récepteurs de la peau reposer pendant au moins 24 heures. Voilà, donc ce soir, c'était juste pour vous raconter comment j'ai mis en place mon système intégré de bien-être, un système qui est basé surtout sur l'hydratation, sur la respiration, sur la nutrition anti-inflammatoire, maintenant sur l'hypnose aussi. Je suis en train de démarrer mon activité en ligne avec des clients internationaux, avec aussi l'intégration de la VTT, la technologie vibrotactile, mais aussi en faisant attention à ces champs électromagnétiques qui sont invisibles et qui font plein de dommages aussi. Je vous remercie de votre attention, je vous remercie d'avoir regardé cette présentation jusqu'à la fin et je vous dis à bientôt. Bien sûr, si vous regardez cette présentation, c'est parce que vous êtes tombé sur ma chaîne YouTube ou parce que quelqu'un vous a partagé ce lien. Donc, si quelqu'un vous a partagé cette présentation, retournez vers la personne qui vous a envoyé le lien. Si vous êtes invité à cette présentation, bien sûr, quelqu'un vous a invité. Et bien sinon, vous avez encore plein d'informations sur ma chaîne YouTube, sur mon site, dans la section Mes intégrations, et aussi sur le site, sur mon site personnel. Mais ayez l'attention et le respect de revenir d'abord vers la personne qui vous a invité. Si vous m'avez trouvé en autonomie, vous êtes bienvenue à me contacter à travers mon site. Vous savez comment me contacter. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.